Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. bienvenue à tous qui se connectent. On a beaucoup de monde aujourd'hui, pas mal de non connus. Bonjour à tous. Bienvenue. On Il va est attendre. 11 heures chez Stoic. On se laisse une minute de rab et on commence toutes nos réunions à une. Donc on va se laisser quelques secondes et puis on va démarrer. Allez, bah écoutez, c'est 11h01. Ce que je vous propose, c'est de démarrer ce webinaire ensemble. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Écoutez, c'est parti. On est heureux de vous retrouver ce matin avec Guillaume sur ce webinaire, donc répondre aux objections les plus fréquentes. On va se présenter. Désolée Guillaume, je suis mal élevée, je garde la parole. Avec plaisir. Donc je suis Marine Samartori, je suis responsable développement courtage chez Stoic pour la région Sud-Ouest. Et mon rôle est de vous accompagner, courtier partenaire, dans l'équipement cyber de vos clients. Merci Marine. Et moi, je suis expert cyber chez Stoic depuis maintenant 2 ans. Il y a pas mal de monde que je connais, que je vois connecté. Ravi d'être avec vous. En 2 mots, mon rôle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'accompagner les courtiers, surtout leurs clients aujourd'hui sur des rendez-vous visio, à la fois forcément pour présenter Stoic en détail, mais surtout pour comprendre le risque cyber et le leur exposer. Donc, nous allons démarrer. Écoutez, ce que je vous disais, on est ravis de vous retrouver sur ce webinaire dédié aux objections les plus fréquentes que vous rencontrez sur le terrain en matière d'assurance cyber. On le sait, aujourd'hui, le risque cyber est devenu un enjeu majeur pour vos clients, pour toutes les entreprises, que peu importe leur taille ou leur secteur d'activité. Mais dans les faits, en fait, on se rend compte que la souscription d'une assurance cyber reste encore marginale pour vos clients, qui expriment souvent des blocages, des freins, des doutes qui prennent la forme de différentes objections, comme je suis trop petit pour être la cible d'un attaquant, mon prestataire informatique s'en occupe, ou je n'ai jamais été attaqué, donc je ne suis pas concerné. Et c'est toutes ces objections, en fait, que l'on va traiter aujourd'hui pour vous aider, pour vous armer, enfin, pour que vous puissiez mieux les comprendre et que vous soyez armés et que vous puissiez répondre à vos clients sur ces objections-là. L'idée que vous repartiez avec des arguments clairs et percutants qui vous permettront de lever les freins. Un petit rappel sur Stoic. Nous sommes aujourd'hui le leader de l'assurance cyber à destination des PME et des ETI. On compte aujourd'hui 6 000 assurés. On travaille avec plus de 1 000 courtiers partenaires. Les équipes de Stoic ont bien grandi depuis les débuts puisque nous sommes 100 collaborateurs. Sur ces 100 collaborateurs, on va retrouver un tiers d'experts sur le marché de l'assurance et les 2 tiers qui sont des experts en cybersécurité. Nous sommes présents dans 5 pays, en Allemagne, en Autriche, Monaco et en Espagne depuis le début de l'année. Mais nous sommes en mesure de proposer donc des programmes internationaux, des polices locales à vos clients aux 4 coins du globe.
Nous sommes soutenus par des partenaires institutionnels qui nous accompagnent depuis le début. On va retrouver Munich Re et Swiss Re, bien sûr, et Tokyo Marine qui sont là depuis les débuts de Stoic. Ça va sûrement être des redits pour pas mal d'entre vous, mais je pense que c'est important de le rappeler. Nous, Stoic, on est spécialisé sur le risque cyber. Et cette spécialisation, elle nous permet d'aller un peu plus loin que la partie assurantielle. On se base notamment sur 3 piliers que vous voyez à l'écran. Le premier, Stoic Protect, le pilier prévention, à travers des outils qu'on met à disposition de nos assurés pour les protéger sur une plateforme en ligne. Le second pilier, là qu'on voit ici avec le CERT Stoic, qui est l'aspect remédiation. Nos équipes de réponse à incidents qui sont à disposition de nos assurés pour les protéger au quotidien et gérer des cyberattaques. Et le dernier pilier, forcément, assurantiel, l'assurance qu'on s'efforce d'améliorer au quotidien pour répondre à vos attentes et surtout à celles de nos assurés. On voit ici un dernier volet qui est l'aspect Stoic MDR, le MDR étant une offre complémentaire qu'on a lancée il y a un peu moins d'1 an, je pense que vous en avez entendu parler pour beaucoup d'entre vous, qui est un outil de protection qu'on met à disposition des assurés qui le souhaitent pour les protéger sur le risque cyber et faire de la veille quotidienne, notamment à travers nos équipes de réponse à incidents, pour les protéger plus exhaustivement. Donc revenons sur les garanties stoïques. On va retrouver les 3 briques qui fait notre contrat d'assurance. Dans ces 3 briques, on va retrouver l'assistance et la gestion de crise. Donc tout ce qui va être réponse aux incidents, assistance juridique, communication de crise, remédiation, pour sortir l'attaquant du système informatique et tout resécuriser, récupération des données pour que l'entreprise puisse repartir rapidement. On va avoir le volet dommage aux biens. Donc, il faut savoir que sur un incident cyber, c'est vraiment 80% des indemnisations, ça va être du dommage et notamment de la perte d'exploitation. Donc, sur ce volet dommage, on va retrouver la perte d'exploitation et les frais supplémentaires. On va retrouver le paiement de la rançon. Bien sûr qu'on se laisse, c'est pas la première intention que l'on a, mais en tout cas, c'est une garantie qui fait partie du contrat. Tout ce qui est frais de notification lié à une fuite de données. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui est un volet fraude, cyberfraude que nous avons aujourd'hui, dont on a augmenté le plafond à 250 000 €. Et ensuite, on va retrouver le volet responsabilité civile. Pour vous donner quelques chiffres, ça va représenter 5% des indemnisations. Dans ce volet responsabilité civile, on va retrouver tout ce qui est fuite de données, tout ce qui est dommages et intérêts liés à une fuite de données d'individus, tout ce qui est RC, transmission de virus. Donc, un attaquant s'introduit dans le système informatique de votre assuré et ensuite, il va, via une passerelle, se propager vers chez ses clients et chez ses fournisseurs. La RC Média, enquête et sanctions et tout ce qui est frais d'atténuation. Voilà. Et je ne l'ai pas dit, mais tout ce qui est assistance et gestion de crise va représenter environ 15% des indemnisations sur un sinistre cyber. Concernant les spécificités de Stoic, je voulais vous parler d'une spécificité qu'on est aujourd'hui les seuls à proposer sur le marché, c'est l'assistance garantie. L'assistance garantie, c'est vraiment une innovation sur le marché, puisqu'en fait, on va prendre en charge de façon gratuite les levées de doute qui sont chez les autres acteurs du marché facturés. Si jamais un client a une suspicion d'attaque, si l'assisteur en fait va regarder ce qui se passe, donc le fait de commencer l'investigation et d'investiguer va être facturé au client. Chez Stoic, c'est quelque chose qui est gratuit et qui est pris en charge quel que soit notre assuré. Et ensuite, ça va être l'assistance garantie en cas de prérequis qui ne vont pas être respectés. Ça peut arriver lors d'un sinistre cyber
on se rend compte que certains prérequis ne sont pas respectés par l'assuré. Chez les autres assureurs, il va y avoir tout simplement une déchéance de garantie. L'assistance ne va pas fonctionner, ou bien si elle fonctionne, la facture sera présentée au client. Chez Stoic, vous avez la certitude que l'assistance sera prise en charge et ne sera pas facturée à votre client. Ce qui est quand même très rassurant pour le client, mais pour vous aussi, vous n'avez pas de mauvaise surprise. On a mis en place un autre acteur sur la franchise, puisqu'en fait, on veut inciter les clients à la mise en place de nos outils de prévention qui vont permettre d'une part de réduire la fréquence, mais aussi la sévérité des attaques. Si le client met en place ces outils stoïques, il aura 25% de remise sur la franchise. Et donc, la couverture internationale, j'en ai parlé. Donc, on est en mesure de mettre en place des close think, des polices locales aux 4 coins du globe. Pour ce qui est de nos capacités, on assure les entreprises jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires et on peut déployer jusqu'à 10 millions de limites de garantie. Si vous avez des questions, je ne l'ai pas précisé, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en bas à droite de l'écran et on se fera un plaisir d'y répondre au fil de la visio. Pour revenir sur la slide que j'ai présentée précédemment, je me suis volontairement pas étalé. On va revoir les points un par un, en commençant par la prévention. Donc Stoic Protect, la plateforme qu'on met à disposition de nos assurés, elle est surtout présente pour leur mettre à disposition différents outils qu'ils peuvent déployer pour renforcer leur posture de sécurité. Ces outils, on les améliore au quotidien, tout comme la plateforme. Il y a une mise à jour d'ailleurs assez récente, je pense que vous l'avez vu. Pour revenir rapidement dessus, on a d'abord un scan externe qui est là pour voir la posture externe, la posture de sécurité de nos assurés et leur exposition sur Internet et s'assurer qu'il n'y a pas de faille potentielle qu'un attaquant peut exploiter pour les cyberattaquer. Point important par rapport à ce scan externe, dès lors que vous lancez une étude sur un de vos clients, ce scan est lancé automatiquement et vous pouvez donc leur présenter un résultat de scan en même temps que vous leur présentez une étude. On va avoir un second outil qui est l'outil de phishing. Aujourd'hui, on sait que 80% des cyberattaques, ça provient de l'erreur humaine et donc de mails principalement. Le meilleur moyen pour se protéger, c'est la sensibilisation et la formation des collaborateurs. On a trouvé que cet outil-là, c'était le meilleur moyen pour se prémunir contre ce risque-là. Et enfin, on a deux scans qui sont des scans internes, un scan d'Active Directory, un scan de cloud, qui ont la même finalité, le même objectif, mais qui vont s'adresser à des systèmes de sauvegarde différents, à des typologies de sauvegarde différentes. D'un côté, les sauvegardes cloud, d'un côté, les SI qui sont gérés par des Active Directory. Le but de ces outils, c'est de s'assurer que si une personne pénètre un système d'information, ce soit le plus compliqué pour elle d'aller jusqu'à finalement extraire les données et rançonner nos assurés. Donc là, c'était le premier pilier qu'on a évoqué, l'aspect prévention. Le second, c'était la remédiation à travers une équipe internalisée d'experts en cybersécurité. Le point très important, c'est l'internalisation. C'est-à-dire que nos équipes, nos ingénieurs en cybersécurité qui gèrent des cyberattaques, ils sont salariés Stoic, ils sont disponibles en 24/7 pour nos clients, ce qui aligne totalement l'intérêt de l'assureur avec l'assuré. Notamment, un point important sur lequel on n'a pas encore beaucoup communiqué, c'est le fait qu'on fait de la réponse de la gestion d'incidents gratuite. Et notamment, si demain, il y a la levée de doute à faire gratuite, nos ingénieurs vont le faire. On a eu 750 appels l'an dernier pour nos équipes. Il y en a environ la moitié qui étaient pour des gestions d'incidents sans réelle cyberattaque. Donc, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, une assurance, si elle passe par un prestataire externe, ces prestataires vont facturer ces prestations. La partie réponse à incident, c'est quelque chose de très global, c'est-à-dire comprendre comment l'attaquant est rentré dans le système d'information, gérer la cyberattaque, mais ça va au-delà de ça. C'est aussi la remise en place des systèmes d'information et l'accompagnement au niveau de l'aspect déclaratif. Tout ce qui va être déclaration CNIL, déclaration gendarmerie. On a un accompagnement sur la communication de crise qui est global et en plus de la partie réponse à incident. Sur cette partie-là, juste quelques informations complémentaires sur l'équipe. L'équipe a géré en 2024 plus de 300 incidents, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une vision assez précise de la menace cyber.
Et en fait, ce qu'on observe, c'est vraiment une augmentation de la fréquence des sinistres, une augmentation des sinistres fraude et on a depuis le début de l'année vraiment une intensification de la menace, notamment des ransomware puisque sur ce début d'année, nos équipes ont géré autant de ransomware que ce qu'on a eu sur l'année 2024. Cette équipe, c'est vraiment une équipe de haut vol qui dispose de différents certificats et de reconnaissance de leurs pairs. Elle est aussi membre de l'Intercert France et du FIRST, qui sont des associations qui fédèrent les équipes de réponse aux incidents sur le national, sur le territoire français, mais également à l'international. Et cette association, en fait, elle coordonne la détection et la réponse aux incidents majeurs, ce qui fait qu'ils ont toujours une longueur d'avance sur la menace et sur les incidents. On peut du coup rentrer dans le vif du sujet et traiter les objections les plus fréquentes. Juste avant, il y avait quelques questions donc sur le chat. Faut-il demander l'autorisation au client pour effectuer un scan? Non, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation puisque c'est un scan externe qui est non intrusif. Donc en fait, il va cartographier le périmètre externe du système informatique. Et en fait, les entreprises sont scannées de façon quotidienne et donc par différents scans. C'est le même genre de scan que les attaquants utilisent. Donc, vous n'avez pas besoin, il est non intrusif ce scan, donc vous n'avez pas besoin de demander l'accord de votre client. Un point de vigilance aussi à ce niveau-là sur le scan, je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent comme un argument de vente et le présentent systématiquement. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qui va être plus ou moins pertinent par rapport aux typologies et au secteur d'activité des entreprises qu'on va accompagner, notamment très pertinent pour les entreprises qui vont faire du e-commerce ou proposer des solutions en ligne comme la solution qu'on a nous, Stoic, en ligne. Il peut être moins pertinent dans d'autres cas. Donc c'est aussi, je pense, intéressant de prendre des rendez-vous avec les experts Stoic comme je le fais pour que moi je puisse apporter la pertinence par rapport à ce scan et s'assurer que ce qu'on présente est cohérent en rapport avec l'activité de l'entreprise. On a une question sur les garanties. Si le client assuré fait un virement, une fausse facture reçue par mail, est-ce que c'est pris en charge? Oui, ça va être pris en charge grâce à la garantie cyberfraude. Ce qu'on va demander, c'est dans nos conditions générales, on va demander le respect de certains prérequis, notamment et qu'on pourra vous communiquer, notamment la vérification du RIB lorsqu'il y a, enfin le contre-appel lorsqu'il y a une demande de modification de RIB de la personne à qui vous devez effectuer le virement ou bien un changement d'interlocuteur. C'est bien noté vraiment dans le pavé cyberfraude de nos conditions générales. Une autre question sur les primes cumulées chez Stoic en 2024. Donc, nous avons encaissé 26 millions de primes sur 2000. Enfin, nous sommes à 26 millions de primes. Concernant les objections les plus fréquentes, commençons par la première objection, qui est celle qu'on entend très régulièrement. Concrètement, en quoi une cyberattaque affecterait vraiment mon entreprise? Alors, c'est une très bonne question et je vous propose de la prendre sous deux axes, l'axe de la disponibilité et l'axe de la confidentialité. Si on commence par la disponibilité, ce que je vous invite à faire, c'est de poser quelques questions simples à votre client. Comme par exemple, quels sont les outils que vous utilisez chaque jour pour faire tourner votre entreprise, que ce soit votre boîte mail, les logiciels de comptabilité, votre CRM, votre ERP, les logiciels de réservation. Et maintenant, imaginez que ces outils soient bloqués du jour au lendemain, chiffrés par un ransomware. Quelles sont les conséquences sur votre activité? Est-ce que vous pouvez continuer à travailler sans eux? Pour beaucoup d'entreprises, la réponse est non. Et en fait, c'est l'effet le plus courant d'une attaque, c'est l'indisponibilité. Ça va paralyser les équipes, interrompre
le service client et provoquer des pertes financières rapides. Le deuxième point, le deuxième axe, c'est la confidentialité. Là aussi, la question que vous pouvez poser à vos clients, c'est quelles données sensibles vous gérez. Ça peut être des données RH, des informations sur vos clients, sur les prix, sur tout ce qui est lié à la recherche et développement. Et si demain, ces données sont publiées sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Quelle serait la réaction de vos clients ou de vos partenaires? Donc là, vous voyez que toutes ces questions, on n'est pas rentré dans la technique. On est vraiment sur des questions ouvertes et on reste vraiment focus sur l'activité du client. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la fuite de données, c'est une atteinte directe à la réputation de l'entreprise. Et aujourd'hui, ça peut faire aussi mal, voire plus mal qu'une panne, qu'une atteinte à la disponibilité des outils informatiques de l'entreprise. Deuxième objection, c'est l'objection je suis trop petit pour être à risque et les pirates ne m'attaqueront pas. Donc ça, cette objection, on la rencontre aussi régulièrement. C'est une erreur de perception. Pourquoi? Parce qu'on imagine en fait que les pirates vont aller cibler manuellement des grandes entreprises. Mais en réalité, c'est pas du tout le mode opératoire des attaquants. Puisque les attaquants, en fait, font des attaques, ce qu'on appelle automatisées. Tout à l'heure, je vous parlais du scan externe. En fait, les attaquants vont scanner des milliers d'entreprises et vont s'introduire dans les entreprises les plus vulnérables. On prend souvent la métaphore en fait du chalutier où on lance un grand filet sur Internet pour repérer les vulnérabilités sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Et ensuite, donc c'est la pêche en masse. Et ensuite, on trie une fois qu'on a pêché les entreprises. Et donc, si on regarde les deux schémas qu'on vous a mis, donc tirés du panorama de la cyberassurance de l'ANSSI, on voit en 2023 et en 2024, il y a une légère augmentation, mais que 40% des entreprises attaquées, victimes de ransomware, sont des TPE, des PME et des ETI. Et si à ça, on ajoute les collectivités, les associations et les établissements de santé, on arrive quasiment à 60%. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les attaquants, les pirates, leur seul objectif, c'est de faire de l'argent. Donc non, ils ne vont pas cibler les grandes entreprises qui, elles, sont vraiment sécurisées et dans lesquelles il serait plus dur de rentrer, mais plutôt viser les TPE, les PME, qui sont souvent plus exposées parce qu'elles manquent de moyens humains et financiers pour augmenter leur niveau de sécurité. Je ne sais pas si Guillaume, tu as des choses à ajouter. Sur ce point-là, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que une entreprise aujourd'hui, dès qu'elle va créer une adresse mail, cette adresse mail, elle est référencée quelque part. Et les outils malveillants des cyberattaquants, ils ont en tête, ils arrivent à référencer toutes les adresses mail dès lors qu'elles sont créées. Et donc, on a beau être une petite entreprise dans le fin fond de la Creuse, c'est l'exemple qu'on donne souvent, dès lors qu'elle va créer quelque chose d'un point de vue informatique, ça peut être trouvé par l'attaquant. Et donc, ce que disait Marine, des attaques de masse, les mails envoyés à des milliers de personnes à la fois, ces mails-là, de ces entreprises-là, sont aussi référencés et donc elles aussi reçoivent des mails de phishing. Donc tout le monde aujourd'hui est exposé dès lors qu'elle travaille de près ou de loin avec de l'informatique et sur Internet. Ensuite, on avait une objection qui revient très souvent, c'est pourquoi s'assurer avec Stoic et se baser sur une équipe de réponse à incident alors qu'on a un prestataire informatique qui travaille déjà avec nous. Il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, le rôle d'un prestataire informatique, c'est de s'assurer que son client a les outils nécessaires pour son activité et qu'il fonctionne bien. Et c'est aussi la personne référente pour répondre aux questions liées à l'informatique. En revanche, demain, si un de vos clients se fait cyberattaquer, le prestataire informatique, il ne saura pas gérer la cyberattaque. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas son périmètre. C'est vraiment deux rôles bien distincts, tout comme nous, chez Stoic, on n'est pas là pour avoir le rôle du prestataire informatique. Ça aussi, il faut les rassurer à ce niveau-là. En revanche, demain, s'il y a une cyberattaque,
Il y a très peu de personnes aujourd'hui en France, très peu de personnes qui sont compétentes pour gérer les cyberattaques. C'est une compétence qui est assez rare. C'est vraiment la plus-value qu'on va avoir avec notre équipe et ce qu'elle va gérer. Ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est demain, s'il y a le feu chez vous, vous n'allez pas appeler la police. C'est souvent des métiers sur lesquels on fait le lien, qui peuvent être similaires et se rapprocher. En revanche, bah, c'est deux métiers finalement bien différents sur lesquels on ne pourra pas toujours réagir. Et donc, ce qu'on met en dessous, c'est que de ce fait, on a pas mal de prestataires informatiques qui travaillent avec nous et qui nous envoient leurs clients pour gérer justement cet aspect cyberattaque parce que eux ne savent pas le faire. Ensuite, on va avoir une objection qui revient aussi régulièrement, c'est les entreprises qui pensent qu'elles sont protégées parce qu'elles passent par le cloud et qu'elles n'ont pas d'infrastructure locale. Je vais peut-être casser un mythe pour certains d'entre vous, mais le cloud, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'information aujourd'hui qui est stockée dans l'air ou de nuages d'informations. En réalité, avoir une infrastructure locale pour une entreprise, ça veut simplement dire qu'elle a son propre système interne de sauvegarde. Et passer par le cloud, ça veut dire qu'elle passe par un prestataire externe qui, lui, a ses propres systèmes de sauvegarde, mais sauvegarde du coup des données qui ne lui appartiennent pas. Donc, ce qu'on a noté ici et ce qu'on voit là, c'est que la typologie des attaques est différente quand on passe par du cloud ou quand on a des sauvegardes locales, mais l'influence et la fréquence, la sévérité des attaques reste la même, reste inchangée. On a trois grands types de sauvegarde cloud pour vulgariser la chose. Il va y avoir les sauvegardes cloud avec les gros prestataires que vous connaissez, tout ce qui est AWS, Amazon, GCP, Google, Azure, Microsoft. Ça, c'est les sauvegardes cloud les plus connues. Les outils SaaS, aujourd'hui, les outils SaaS, donc c'est les solutions en ligne sur lesquelles on se connecte directement. Un outil SaaS, c'est aussi des données qui sont dans le cloud. Et sinon, les sauvegardes dans les data centers des prestataires informatiques. Ça aussi, c'est considéré comme du cloud pour vos clients. On peut dire donc que l'attaque est donc possible dans tous les cas. On peut même penser que les sauvegardes cloud, il y a une exposition supérieure pour les clients qui passent par du cloud. Pourquoi? Parce que la cyberattaque, elle peut provenir à la fois de l'entreprise qu'on accompagne. Si on prend par exemple une solution SaaS, un cyberattaquant, il pourrait potentiellement trouver les accès administrateurs de l'entreprise et avoir accès à l'espace SaaS de l'entreprise. Mais l'attaque peut aussi provenir de l'hébergeur SaaS, de l'entreprise qui met à disposition le logiciel. Et donc, le risque d'intrusion est double. Il est des deux côtés, là où pour une entreprise qui passe uniquement par des sauvegardes locales, l'intrusion peut se faire que par l'entreprise. Point très important à ce niveau-là, aujourd'hui, l'assurance stoïque, elle va couvrir l'entreprise, notamment les pertes d'exploitation, sur les risques de cyberattaques qui vont toucher l'entreprise, des intrusions qui proviennent de l'entreprise, mais aussi sur les risques de cyberattaques qui pourraient toucher leurs prestataires. Imaginons demain, une entreprise avec qui on travaille est dépendante d'un ERP en SaaS, un ERP en ligne. Cet ERP, l'entreprise qui gère l'ERP est cyberattaquée, donc l'ERP est indisponible. Forcément, ça met à mal l'activité de l'entreprise qu'on accompagne. Et dans ce cas-là, l'assurance stoïque va entrer en jeu pour les couvrir sur le risque de cyberattaque qui ne les a pas touchés eux directement, mais qui touche leurs prestataires. Donc dans tous les cas, l'assurance a un réel intérêt, quel que soit le montage des sauvegardes, quel que soit le système d'information mis en place par nos assurés. Une objection qui revient aussi assez régulièrement va concerner les antivirus. Des entreprises pensent qu'aujourd'hui, avoir un antivirus, c'est une protection exhaustive contre les cyberattaques. C'est pas du tout le cas. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Déjà parce que la plupart des cyberattaques ne proviennent pas de virus, mais aussi parce qu'un antivirus, par définition, ça va protéger une entreprise contre des logiciels malveillants connus. Donc, lorsqu'un logiciel malveillant inconnu va tourner, eh ben, l'antivirus ne pourra pas protéger l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que les antivirus, on demande à ce qu'ils soient mis régulièrement à jour. C'est une demande de Stoic, mais de toutes les assurances, tout simplement parce que y a des virus qui arrivent assez régulièrement, et si on n'alimente pas les antivirus, eh ben, ils ne pourront pas se protéger contre tous les virus. Là, comme je l'ai mis en dessous, la plupart des cyberattaques aujourd'hui, elles sont basées sur des erreurs humaines. Les cyberattaquants, ils savent très bien que le risque principal, c'est la personne qui est derrière son clavier. Et les antivirus ne veulent pas protéger l'entreprise contre ce risque-là. L'alternative qu'on voit aujourd'hui la plus cohérente, c'est le MDR, l'EDR Manager, qu'on a évoqué en début d'échange.
Premièrement, l'EDR, c'est la solution qu'on déploie sur les systèmes d'information de nos assurés pour les protéger. Le M de MDR, ça veut dire management. Ça veut simplement dire le M qu'on a une équipe derrière qui est là pour manager l'outil. Cet outil-là, il se base sur des comportements via une intelligence artificielle, pardon, et est là donc pour détecter des failles, prévenir nos équipes pour qu'elles corrigent les failles, détecter des tentatives d'intrusion pour empêcher ces intrusions, mais aucune solution exhaustive. Il y a possibilité que malgré la solution, des attaquants passent. Et si malgré tout ils passent, l'outil pourra voir aussi assez rapidement que l'intrusion, qu'une personne s'est introduite, et donc permet à nos équipes la remédiation à distance et de gérer ces cyberattaques. Donc très important d'avoir des solutions complémentaires aujourd'hui parce qu'un antivirus n'est pas du tout assez. Les cyberattaques, on sait qu'elles vont provenir sur notamment de la prise en main de poste à distance. Et si un attaquant il arrive à pénétrer un système d'information, il pourra faire pas mal de choses et mettre à mal le système de nos assurés. Pour faire le parallèle entre, d'un côté, l'assurance stoïque seule sans MDR versus avec nos équipes qui gèrent le MDR, aujourd'hui, un de nos assurés, s'il a uniquement l'assurance, il faut qu'il nous appelle pour qu'on puisse gérer un problème. On n'aura pas l'information avant qu'il nous appelle. Vous allez voir, je vais faire beaucoup de parallèles avec les pompiers aujourd'hui. Je peux faire le parallèle avec l'incendie. Aujourd'hui, s'il y a l'incendie dans votre maison, si vous n'êtes pas chez vous, finalement, il va se propager et il pourra tout brûler. Par contre, si vous avez une équipe derrière qui est là pour regarder si l'incendie arrive, on pourra l'éteindre très rapidement. C'est un peu le parallèle qu'on peut faire, c'est que si on a le MDR, on pourra agir très rapidement sans avoir besoin d'être appelé au préalable. Là où si on n'a pas le MDR, on doit attendre que l'entreprise nous contacte, en sachant que les cyberattaquants, ils sont malins. Généralement, ils vont commencer à attaquer le week-end, en sachant que l'entreprise n'est pas forcément active. Tu voulais rajouter quelque chose, Marine? Alors, il y a quelques questions, notamment sur, en termes de protection sur Mail in Black. Ouais. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Donc, un courtier nous dit souvent, voilà, on avance, il y a une objection en disant, ben, je suis couvert par Mail in Black, je ne risque rien. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, Mail in Black, ça va un peu servir d'anti-spam. Ce que vous connaissez, c'est on reçoit un mail et pour que le mail finalement arrive dans notre boîte mail, on nous demande de rentrer un mot en gras ou en couleur. Comme tu as dit tout à l'heure, Marine, il y a deux types d'attaques par phishing. Il va y avoir les attaques massives, donc des outils permettant aux attaquants d'envoyer des mails en masse de phishing à plein d'entreprises. Là, si Mail in Black est en place, ces mails massifs ne vont pas passer parce que l'attaquant ne va pas aller s'amuser à rentrer le mot en gras pour que le mail de phishing arrive dans toutes les boîtes mail. En revanche, le second risque au phishing, c'est les mails ciblés. En attaquant, ce qu'ils font aussi aujourd'hui, c'est analyser l'entreprise, regarder comment se passent les échanges et quelle est la manière d'échanger en interne, et ensuite ils vont envoyer des mails ciblés. Si l'attaquant envoie un mail ciblé, Mail in Black, ça va pas servir à grand chose parce que comme vous et moi, si je veux envoyer un mail à quelqu'un, je reçois du Mail in Black, j'ai juste à rentrer le mot en gras. Donc c'est un anti-spam qui est intéressant, on va dire sur les attaques massives, mais qui a quand même des limites à ce niveau-là. Et comme on l'a dit aujourd'hui, sur le phishing, le meilleur moyen de se protéger, c'est la sensibilisation, la formation. Il n'y a aucun outil exhaustif qui pourra protéger contre toutes les attaques de phishing. Ok, on avait une autre question concernant, on a peut-être créé la confusion sur le MDR, est-il intégré dans l'offre? Donc non, le MDR n'est pas intégré dans l'offre, donc on a vraiment l'offre assurantielle avec le contrat d'assurance et les outils de prévention en parallèle. Et donc à la demande de nos assurés, on a commercialisé donc l'offre MDR, mais en fait l'offre MDR ne peut pas être souscrit si un client n'est pas assuré stoïque. Par contre, un client peut être assuré stoïque sans offre MDR. Voilà, on vient proposer une couche de sécurité en plus, un service complémentaire, mais en tout cas, ce n'est pas qui va avoir des incidences sur la prime puisqu'on va augmenter le niveau de sécurité du client en mettant en place Stoic MDR, mais ce n'est pas intégré dans l'offre, c'est vraiment un contrat qui est séparé. Est-ce qu'il y avait d'autres
Ouais, il y avait une question, il y avait une question concernant le fait de pouvoir augmenter. Alors, j'ai mal répondu à la question dans le chat, donc je la prends à l'oral. Est-ce qu'on peut augmenter la garantie fraude à 1 million? Aujourd'hui, non, la garantie fraude a un plafond de 250 000 euros. Ça viendra peut-être plus tard, mais à ce jour, c'est le plafond. Et qui représente 10% de la limite de garantie choisie. Tout à fait. Peut-on souscrire en même temps le MDR et le cyber? Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait souscrire les deux en même temps. Vous avez la main pour faire tout ce qui est tarification sur le contrat d'assurance. Pour l'offre MDR, quand vous faites continuer, une fois que vous avez la tarification de votre offre d'assurance, vous faites continuer et vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe MDR qui est voilà qui est composé de 7 personnes aujourd'hui et donc et vous pourrez prévoir un rendez-vous avec l'équipe et votre client. Exactement. Il y a aussi, ça c'est si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, une remise de 15% sur l'offre d'assurance dès lors qu'un de vos clients souhaite prendre à la fois l'assurance et à la fois le MDR. Et pour le MDR, on passe systématiquement maintenant par des rendez-vous avec l'équipe MDR parce que c'est un outil qui est assez complexe et qu'on doit faire sur mesure. Finalement, c'est un peu comme une voiture aujourd'hui. Sur une voiture, si vous voulez avoir des jantes colorées, un aileron, bah, vous devez le préciser à votre constructeur et le customiser. Un outil MDR, c'est un peu pareil. Il va s'adapter vraiment à chaque système d'information d'entreprise, à sa demande aussi, à ses attentes. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des rendez-vous personnalisés avec les clients sur le sujet. Et une autre question sur le MDR. Le MDR est bien un scan permanent des installations de nos clients. Alors, je te laisse peut-être vulgariser et prendre le sujet, Guillaume. On peut voir ça comme ça va être à la fois un scan dans le sens où ça a la fonction d'antivirus, ça va scanner, si vous voulez, les systèmes d'information du client pour voir s'il y a des failles, mais c'est surtout aussi basé sur des comportements humains, c'est-à-dire que si il y a un comportement qui est suspect en interne, l'outil va s'en rendre compte et remonter l'information à nos équipes pour que nos équipes interviennent. Je donne des exemples qui me viennent comme ça, mais imaginons demain, il y a une personne qui essaie de se connecter à distance sur un poste en étant à New York, c'est jamais arrivé. L'outil va le trouver bizarre, va remonter l'information et va notifier nos équipes et leur dire. Donc, nos équipes, la démarche, ça va être de bloquer cette personne, de contacter l'entreprise et de demander si c'est cohérent que la personne puisse se connecter. Autre exemple, une personne demain rentre dans le système, veut tout effacer d'un coup et demande un effacement total des données. Bah, c'est bizarre. Normalement, personne n'a jamais fait ça. Ça met en péril la vie de l'entreprise. L'outil va s'en rendre compte, va remonter l'information aux équipes stoïques et dire là, il y a quelque chose de très bizarre. Est-ce que vous pouvez regarder? Donc là, les équipes, elles vont intervenir et gérer le problème en direct. Une question sur la technologie utilisée pour notre FNTR. Oui, on est bien sur CrowdStrike et Sentinel-One. Combien d'attaques simultanées votre équipe peut-elle suivre? Donc en 2024, on a géré plus de 300 attaques avec plus de 700 appels à notre équipe qui est tout à fait en mesure d'absorber cette charge en 24/7. Puisque l'équipe, je la rappelle, l'équipe de réponse à incident est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont nos ingénieurs que vous avez en ligne dès que vous appelez. En moins de 3 minutes, vous avez quelqu'un qui vous répondra. Et si vous voulez aussi, pour rassurer vos clients, s'il y a des questions à ce niveau-là, c'est arrivé pas mal de rendez-vous qu'on me la pose. Déjà, dans tous les cas, on va toujours essayer de se staffer, être staffé pour gérer le nombre d'assurés qu'on va avoir. Si un jour, c'est jamais arrivé, mais si un jour ça arrive qu'on ait trop de sollicitations, trop de demandes pour trop de cyberattaques en même temps, les équipes CERT, elles sont toutes en échange. Les équipes CERT, aujourd'hui en France, il y en a une quinzaine actuellement. Elles travaillent toutes ensemble. Si une équipe est sous-staffée, dans tous les cas, les équipes autres vont venir les aider et monter sur les sinistres. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que dans tous les cas, toutes les personnes en France qui sont experts en cybersécurité travaillent ensemble main dans la main et s'entraident les uns les autres en cas de problème, en cas de sous-staffage. Je vous propose qu'on avance sur les différentes objections. Je vois que le temps passe, on reviendra à la fin sur les réponses aux questions si vous voulez.
Une autre objection qu'on voit souvent, ça va être l'objection concernant les sauvegardes. Beaucoup pensent que s'ils ont des sauvegardes cohérentes, ça ne sert pas à grand-chose de s'assurer en cybersécurité. Premier point, les sauvegardes, c'est un prérequis pour n'importe quelle assurance. C'est pareil chez Stoic et chez les autres. Je pense que je vous apprends rien. On veut des sauvegardes robustes et cohérentes avant n'importe quelle assurance. C'est le b.a.-ba en cybersécurité. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut bien dissocier deux temps dans le cas d'une cyberattaque. On les a mis ici en gras. Le premier temps, c'est la gestion de l'attaque en elle-même. Le second temps, c'est la réparation du système d'information une fois l'attaque maîtrisée. En fait, la sauvegarde, elle va servir pour le second temps. Par contre, euh, elle va en aucun cas gérer l'attaque en elle-même. Si on ne gère pas l'attaque avant de remettre en place le système, ça ne sert pas à grand chose. Parce que l'attaquant, il est possible du coup qu'il soit resté dans le système d'information, donc la porte d'entrée qu'il a ouverte soit toujours ouverte. C'est comme si demain, on a un voleur qui rentre dans la maison de notre assuré, il casse la vitre, et notre assuré, ce qu'il fait, c'est juste remplacer la vitre, sans faire sortir le voleur. Finalement, le voleur, il pourra faire ce qu'il veut. Dedans, les sauvegardes n'auront servi à rien. Donc le temps de gestion de la cyberattaque est hyper important et c'est le rôle de l'équipe de réponse à incident, comme je disais, de comprendre vraiment la porte d'entrée pour la refermer, s'assurer que l'attaquant, il est sorti, le fait sortir, et s'assurer qu'il n'a pas ouvert d'autres portes d'entrée potentielles pour revenir à l'avenir. C'est vraiment une des grosses erreurs que faisaient anciennement les entreprises quand elles étaient cyberattaquées, c'est de se dire bah, ce qu'on va faire, c'est juste tout débrancher, tout rebrancher et relancer un système. Mais finalement, ça ne marche pas comme ça. Il y en a beaucoup qui ont connu des récidives parce que l'attaquant, il était rentré une première fois, et il pouvait rentrer une seconde fois, une troisième fois, parce que l'entreprise n'avait pas pris le temps et n'avait pas mobilisé les équipes compétentes pour gérer ce problème-là. Et je trouve intéressante la phrase qu'on a mis aussi en bas, si vous voulez présenter répondre à cette objection, dire que quand on souscrit à une assurance automobile, euh, beaucoup pourraient dire bah, moi j'ai le permis, je respecte le code de la route, il n'y a pas de raison que j'ai un accident. En fait, en réalité, c'est pas forcément que de leur ressort, mais c'est aussi des risques externes aux personnes, donc là dans le cas présent, aux entreprises. On a aussi des entreprises qui pensent que le risque cyber de manière générale est uniquement lié à Internet et donc au site Internet qu'elle pourrait avoir. C'est pas rare que j'entends une entreprise me dire bah non mais moi j'ai pas de site Internet, je suis pas exposé au risque de cyberattaque. C'est entièrement faux. Là, 20% des cyberattaques proviennent du risque externe, donc des sites principalement. On peut dire que si l'entreprise n'a pas de site Internet, les 20% qui sont liés à l'externe ne la concernent pas. Et encore, il y a des cas de figure sur lesquels beaucoup sont concernés. Je pense notamment aux outils de connexion à distance. Un outil de connexion à distance, par définition, est lié à Internet et donc peut des fois avoir des failles. Mais on ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui à ce niveau-là. On peut dire, OK, très bien, aujourd'hui, vous êtes du coup non exposé à 20% des cyberattaques. En revanche, la majeure partie des cyberattaques, c'est le phishing, c'est l'erreur humaine, ou même les appels téléphoniques. C'est 80% des cyberattaques. Donc, le fait de ne pas avoir de site ne veut rien dire. Il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Et donc, c'est ce qu'on met ici en évidence. Le point principal, le point d'entrée, c'est l'intrusion. Le site, finalement, pour une entreprise qui va faire du e-commerce, il peut y avoir des gros risques. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir uniquement des sites vitrines. Le risque est assez limité, mais en revanche, tous leurs systèmes internes sont pénétrables via d'autres portes d'entrée. Le scan externe qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est un des prérequis, comme on l'a dit, à l'assurance TOEIC. Il faut avoir un minimum de 60 sur 100 pour être éligible à l'assurance. Mais souvent, le risque, quand on le présente, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de l'entreprise au niveau du scan. Beaucoup se disent que si elles ont un score qui est élevé et donc qui montre une posture cohérente, l'entreprise ne sera pas à risque, selon elle. En fait, ce qu'il faut vraiment faire comprendre, c'est que, comme on l'a dit juste avant, c'est vraiment le risque externe qui est analysé par ce scan, donc les 20% vus précédemment. Autre point important, le risque cyber, c'est un risque qui est mouvant. Donc ça, c'est valable à la fois pour les systèmes internes, à la fois pour les risques externes. Demain, si une entreprise avec qui vous travaillez, elle fait un audit, elle aura un résultat à un instant T de sa posture de sécurité. En revanche, cette posture, elle peut être obsolète 10 jours après, parce que les systèmes d'information sont en constante mobilité. Et donc, l'intérêt, nous, du scan externe qu'on met en place, c'est qu'en plus de ça, il est hebdomadaire. Donc, on sait qu'un score de 100 sur 100 dans une heure
après avoir été réalisé. Il est possible qu'il descende à 60, puisque c'est en constante évolution. L'apport de Stoic à ce niveau-là, c'est de leur dire aussi, là, avec cet outil-là, on vous fait un compte rendu, un arrêt sur image de votre système externe toutes les semaines. Donc, s'il y a un problème, si le score évolue, et ben, vous le saurez immédiatement et vous pourrez immédiatement réagir, soit en contactant votre prestataire informatique, soit en parlant à vos équipes internes qui gèrent l'informatique. Petite précision sur le scan, parce qu'on a souvent la question, si jamais le client ne vient pas corriger la vulnérabilité durant la vie du contrat, est-ce qu'il y a une déchéance de garantie? La réponse est non. On est vraiment toujours dans une logique d'accompagnement et pas de sanction chez Stoic. Donc on ne viendra pas pénaliser le client, même s'il a tout intérêt à aller corriger cette vulnérabilité, et on a 99,9% des clients qui font le nécessaire. Exactement, et dans cette même optique, on incite d'ailleurs nos assurés à utiliser les différents outils. Donc il n'y a pas de pénalité. En revanche, s'ils utilisent bien les outils qu'on leur met à disposition, on a une réduction sur la franchise de 25% dès lors qu'ils sont touchés par une cyberattaque. Donc c'est important aussi ça de leur préciser, de leur dire les outils, certes, ils sont entre guillemets optionnels, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais ils sont quand même importants pour votre posture de sécurité et l'assurance vous encourage à les mettre en place. Donc, concernant, on a voulu vous faire un petit rappel sur les prérequis avant la mise en place d'un contrat d'assurance. Pour la majorité, donc déjà, vous avez la possibilité de souscrire. Vous avez la souscription à votre main jusqu'à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a rappelé les principaux prérequis. Les deux premiers prérequis, donc sauvegarde robuste et antivirus, qui va être demandé pour l'ensemble des comptes des assurés stoïques, puisque si un client n'a pas de sauvegarde robuste, la question va être de savoir est-ce qu'il va pouvoir repartir, alors que s'il a ses sauvegardes, c'est quand est-ce qu'il pourra repartir. Donc ça, c'est très important d'avoir ce prérequis en tête. Ensuite, on va avoir l'antivirus mis à jour sur tous les postes de travail et serveurs Windows. Le résultat du scan qui est supérieur à 60 sur 100. Donc, comme on a parlé Guillaume, sachant qu'on va vous dire si jamais votre client n'a pas ce score minimum requis, comment vous pouvez faire juste après. Et ensuite, on a rajouté deux autres prérequis. Donc ça va être pour les entreprises de taille plus importante, mais généralement sur du plus de 50 millions, on va demander la double authentification sur les accès à distance et sur les messageries. Pour répondre à des questions que je vois arriver, est-ce possible que Stoic résilie un contrat en place si le client ne met pas en place certaines protections? Il n'y a vraiment que sur le scan externe où on précise que si les protections ne sont pas, si les remontées ne sont pas corrigées pendant un temps donné, que nous on a fait l'effort de prévenir l'entreprise, on va soit les appeler, soit leur envoyer des mails assez réguliers, notamment sur des failles critiques. Des fois, si on se rend compte qu'elle n'a vraiment pas fait l'effort au niveau de la reconduction du contrat, on peut dire qu'on est réticent à reconduire le contrat. C'est vraiment le seul cas de figure. Il faut vraiment que l'entreprise force à ce niveau-là et ne fasse pas la nécessité. Et pour reboucler sur un point dont je vous ai parlé en début de webinaire, donc cette assistance garantie. Si jamais le client ne respecte pas les prérequis, souvent c'est pas de façon intentionnelle qu'il a mis oui au respect des prérequis, mais si jamais ce n'était pas le cas et on s'aperçoit déjà, l'équipe de réponse à incident va intervenir. On ne va même pas regarder si le client respecte les prérequis ou pas. Dès que le client va appeler la ligne en 06, l'équipe de réponse va commencer l'investigation sans se soucier vraiment du contrat. Donc ça, c'est voilà, l'idée est d'intervenir le plus rapidement possible. Et ensuite, si on se rend compte a posteriori que les prérequis ne sont pas respectés, cette assistance va être quand même donnée au client et ne sera pas facturée et ne lui sera pas facturée. Et je vois Eric qui nous demandait si on considère que Stoic est une solution post-sinistre, post-mortem, ou une solution d'anticipation des attaques. Je dirais qu'on est les deux. On va avoir forcément l'aspect post-sinistre avec la réponse à incident et l'assurance en elle-même, forcément.
mais tous les outils qu'on vient mettre à disposition avec la plateforme Stoic, c'est des outils d'anticipation des failles. Et derrière, si l'entreprise veut améliorer sa protection de son système d'information, il y a le MDR qui est réellement un outil d'anticipation et même de gestion de cyberattaques en parallèle. Donc, je pense qu'on est vraiment là. On est vraiment là pour intervenir dans la globalité et la temporalité globale d'une cyberattaque, avant les outils, pendant avec la réponse à incident et uniquement après sur la partie assurantielle. Et c'est pour ça qu'on incite vraiment nos clients à la mise en place d'outils. Alors, certains clients ont leurs propres outils et c'est OK, mais la plupart, malheureusement, n'ont pas les moyens ou n'ont pas pris le temps de s'équiper. Donc, ces outils permettent de fournir à l'ensemble de nos assurés des outils de prévention de qualité. Et il y a vraiment un double intérêt. Hein. Nous, enfin côté assuré, c'est d'avoir des outils performants, et nous, côté stoïque, ça nous permet vraiment d'aller détecter en amont des vulnérabilités, notamment via le scan externe, et de pouvoir demander aux clients de les corriger avant qu'un attaquant puisse l'exploiter. Et ce qu'on remarque, c'est que un assuré stoïque, grâce à ces outils, est 2 fois moins sinistré qu'un assuré chez un assureur traditionnel. Il y a pas mal, il y a d'autres questions. On peut avoir comme des prérequis, j'ai une sauvegarde robuste, donc je ne vais pas souscrire à l'assurance cyber. Guillaume. Ouais, c'est vraiment le point qu'on a vu précédemment. J'ai pas de précision supplémentaire à apporter. Christophe, je vous invite à regarder. On mettra la visio dans tous les cas sur notre site, notre chaîne YouTube, si vous voulez. Mais vraiment, le point important à ce niveau-là, c'est ce qu'on disait, une sauvegarde robuste. Tous les assureurs en demandent et en aucun cas une sauvegarde robuste protège une entreprise contre une cyberattaque. Demain, une entreprise est cyberattaquée. Il va y avoir un temps de gestion de la cyberattaque, donc déjà des personnes à mobiliser, ça coûte de l'argent. Là, l'équipe de réponse à incident s'en occupe chez Stoic. Le temps de gestion de la cyberattaque, c'est de l'argent perdu aussi pour l'entreprise. La remise en place de ces systèmes d'information, c'est de l'argent perdu. Et toute la perte de données, c'est de l'argent perdu. Donc, c'est des choses qui sont couvertes par l'assurance et là où on va intervenir. Avoir une sauvegarde aujourd'hui, c'est un prérequis, c'est essentiel pour n'importe quelle entreprise. Penser qu'on est couvert contre les cyberattaques et protéger les cyberattaques parce qu'on a une bonne sauvegarde, c'est une réelle mauvaise compréhension du risque. Un rappel également pour vous aider à accompagner vos clients sur le risque cyber, c'est nos experts dont Guillaume fait partie. Donc on a Guillaume, Lucas et Benjamin que vous connaissez. Ces rendez-vous peuvent être pris directement sur la plateforme Stoic. Vous avez directement accès aux agendas. Vous pouvez inviter le président, enfin le dirigeant de l'entreprise, le prestataire informatique. Guillaume a vraiment échangé souvent avec des prestataires informatiques avec qui on travaille main dans la main. Pourquoi mettre en avant cet accompagnement? Le sujet cyber, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet sensible. Et donc, nos experts ont vraiment l'habitude de répondre à toutes les questions et d'avoir les rendez-vous avec tout type d'activités. Les clients, globalement, aiment le fait qu'un expert puisse leur parler et comprenne vraiment le système informatique. Le fait de faire appel à eux. Aujourd'hui, on a mis en place cette assistance avec des experts depuis 2023. Et on voit que chaque année, le taux de transformation augmente. On a un taux de transformation de plus de 40% lorsque vous nous présentez vos clients, lorsque nos experts parlent à vos clients avec des cycles de vente, relativement courts. Donc, voyez vraiment nos experts comme des collaborateurs externalisés qui sont spécialistes en fait du risque cyber. Et Guillaume va pouvoir vous parler un petit peu plus en détail de comment se passe un rendez-vous lorsqu'il intervient. Oui, complètement. Merci Marine. Moi, j'ai vraiment un rôle de facilitateur auprès de vous, c'est-à-dire que lorsque vous prenez un rendez-vous, déjà, vous pouvez donner du contexte. Donc, c'est pas obligé. Je peux faire des rendez-vous assez classiques et globaux avec vos clients, mais si vous le souhaitez, on peut vraiment axer le rendez-vous sur un sujet en particulier qu'on va aborder. Vous me le précisez. Si besoin, vous pouvez aussi me demander de vous appeler. C'est pas rare que j'appelle les courtiers avant les rendez-vous pour préparer au mieux le rendez-vous avec eux. Dans ces rendez-vous, moi, ce que je fais principalement, c'est
un premier temps de découverte de l'entreprise, comprendre avec le client quels sont ses enjeux, qu'est-ce qu'il a en place d'un point de vue informatique. Ça va me servir à deux choses. Déjà, lui expliquer son risque cyber. Je sais que la cybersécurité, c'est quelque chose d'assez abstrait, d'assez nouveau, que ce soit pour les courtiers ou pour les clients. J'ai vraiment un rôle d'exposition du risque et d'explication de la cybersécurité. Et je me sers aussi de cette découverte, cette compréhension du système d'information du client pour valider avec vous les prérequis, les différents prérequis à l'assurance, savoir si ce qui est en place est cohérent, notamment au niveau des sauvegardes. Je sais que ça peut être quelque chose qui est assez compliqué à maîtriser quand on le gère pas tous les jours. Ça, je le vois avec les clients. Et forcément, ensuite, une fois que j'ai le contexte et que je leur ai expliqué un peu le risque qui découle de leur système d'information, exposer et présenter Stoic les différents axes, à la fois sur les outils. Je prends le temps vraiment de faire un écran partagé sur la plateforme, sur l'espace en direct du client d'ailleurs qui est créé dès lors que vous créez leur espace, vous, en mettant en place des projets. Et aller dans la partie un peu plus technique s'il y a les DSI qui sont présents. Je fais aussi un aparté sur la réponse à incident, expliquer pourquoi notre réponse à incident internalisée a des bienfaits et est une réelle valeur ajoutée par rapport à des acteurs plus traditionnels et globalistes sur l'aspect cyber en assurance. Et on épluche aussi l'aspect assurantiel et différentes lignes d'assurance de Stoic en dernier lieu. Mon but, c'est de répondre aux questions aussi du client sur ce point-là. Je veux qu'à la fin du rendez-vous, le client il sache vraiment ce qui découle d'une assurance cyber et qu'il ne souscrive pas uniquement parce qu'il en a entendu parler et parce que c'est un sujet d'actualité. Guillaume, on a une question. Si le client dit en cas de cyberattaque, je change mon disque dur Oui. et je mets la sauvegarde, que répondre? Euh, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense que là, en fait, le disque dur en lui-même, normalement, c'est ce qui sert de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on met la sauvegarde sur un disque dur. J'ai essayé de répondre à la question avec les éléments que j'ai. Aujourd'hui, une entreprise qui passe par des sauvegardes sur disque dur déconnecté, ça veut dire qu'elle prend un disque dur, qu'elle le branche, qu'elle met la sauvegarde dessus et qu'elle le débranche. Nous, on aime bien ça chez Stoic parce que ça veut dire que le disque dur, une fois qu'il est débranché, il y a peu de possibilités pour l'attaquant, enfin, il n'y en a même pas d'ailleurs, d'accéder à la sauvegarde. Et donc, si l'entreprise est cyberattaquée, on pourra se baser sur la sauvegarde déconnectée qui se trouve sur le disque dur pour remonter les systèmes d'information. Un point qui est assez important, qu'on demande aussi en rendez-vous, c'est que les entreprises font généralement, c'est d'avoir plusieurs disques durs en roulement. C'est-à-dire qu'elle va faire une sauvegarde sur un premier disque dur, elle va le débrancher et passer sur un autre disque dur la fois d'après pour faire la sauvegarde, tout simplement parce qu'un attaquant, souvent ce qu'il peut faire, c'est dormir dans le système d'information de l'entreprise, attendre que l'entreprise branche le disque dur pour faire la sauvegarde, et l'attaquant pourra compromettre le disque dur. Et s'il n'y a pas de second disque dur derrière, finalement, on se retrouve avec rien. Donc, si un jour une entreprise vous dit qu'elle passe par des sauvegardes sur disque dur externe, on accepte, c'est très bien. Et comme précision, vous pouvez lui dire que c'est bien d'avoir un second disque dur si c'est pas fait actuellement. Du coup, je repasse. Merci Guillaume. Je repasse sur le focus des experts. On a plusieurs questions. L'idéal est une visio avec votre expert, nous, votre client et son prestataire informatique, les quatre en visio pour simplifier la chose. Oui, vraiment, n'hésitez pas à mettre le maximum de monde autour de cette visio. Comme ça, les objections, tout le monde est rassuré, que ce soit le prestataire informatique. Chacun voit que on ne va pas empiéter sur les plates-bandes du prestataire et c'est souvent appréciable. Et on travaille avec en partenariat avec beaucoup de prestataires qui recommandent notre solution à leurs clients. Donc vraiment, c'est une solution qui est plébiscitée par les professionnels. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de monde autour de cette visio. Je me dépêche parce que je vois qu'on arrive à la fin à la fin de notre temps imparti. Si le client n'est pas assurable lorsque vous faites le diagnostic, oui, bien sûr, nos experts expliquent au client déjà s'il a un score inférieur à 60 sur 100, c'est qu'il y a des vulnérabilités à corriger. Et donc ça, nos experts vont vraiment l'aider à corriger cette vulnérabilité. Généralement, la correction se fait très rapidement, d'autant plus quand on a le prestataire informatique autour de la table. On refait tourner le scan une semaine, 10 jours après, et le client est éligible et on peut poursuivre la souscription.
Pareil sur tout ce qui est prérequis, notamment au niveau des sauvegardes. Si jamais l'expert détecte que la sauvegarde n'est pas au niveau, on a tout un tas de documentation qu'il pourra partager et tout un tas d'informations qu'il pourra partager justement pour se conformer au niveau de prérequis que l'on souhaite. Préciser que la visio est possible avant même la souscription et sans obligation de souscription a posteriori, c'est hyper important. Merci Émilie. Donc ces visios sont gratuites et voilà, sans engagement de souscription derrière. Et comme le dit Olivier là sur la sauvegarde externe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de figure où c'est coûteux et où c'est compliqué de faire des sauvegardes externes quand on a beaucoup de données. Ça, généralement, ça va être des mises en place qui sont faites par des entreprises qui sont entre 0 et 30 millions de chiffre d'affaires, mais qui sont importantes d'avoir en tête pour avoir une compréhension justement de la posture et savoir s'ils sont assurables par Stoic ou par n'importe quelle assurance d'ailleurs. Écoutez, nous arrivons à la fin de notre temps. Merci à tous d'avoir pris le temps de vous connecter ce matin. J'espère que vous avez appris des choses. Vous retrouverez, comme on vous l'a dit, le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube et vous allez recevoir en parallèle votre certificat DDA. Merci tout le monde, bonne journée. Merci à vous, très bonne journée. Au revoir tout le monde.